Nella Rubinstein, vous avez reconnu cette interprétation? Bien sûr. Alors, je reconnais le jeu d'Arthur au bout de 2 mesures. Vous ne pourriez pas vous tromper? Non, jamais. Alors, par rapport à un autre pianiste, que voyez-vous? Je vais vous dire ce que je vois d'abord. Non, je ne me trompe jamais parce que j'écoute et je vois les choses qu'il n'aurait pas pu faire. Alors là, déjà, je me sens un petit peu à l'aise. Et puis, là, la manière de son jeu est pour moi unique, en fait. Vraiment, on ne peut pas se tromper. Nella, 6 ans déjà. 6 ans. 6 ans, en 1982, le 20 décembre. Oui. Arthur Rubinstein s'en est allé jouer très loin. Très loin, oui. Dans ses ailleurs. Et vous, sa femme, vous continuez Je continue de vivre, il faut bien. Alors, il me manque horriblement, vous savez, toujours. Tous les jours et tout le temps, parce que c'était un compagnon quand même tellement proche de tout ce que je faisais. Enfin, nous étions tellement liés. Et tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était tellement important quand même dans la vie maintenant. Était-il facile d'être sa femme? Oui et non, c'est plutôt facile quand même, parce qu'il avait un caractère très agréable, très vivant, très gai, et tout ça, plein d'aventures toujours. On faisait tout ça ensemble, parce que j'avais aussi une nature comme ça, un petit peu d'aventure. Alors, le genre de sa vie me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait surtout la musique qui nous liait beaucoup. Parce que, voilà. Et le souvenir que vous en regardez est totalement heureux? Oui, évidemment. Pas de point sombre? Non. Le gros de la vie, oui. Peut-être tout à fait à la fin, il y avait des choses un petit peu tristes qui sont arrivées, mais vraiment, le gros de la vie, c'est quand même... Je trouvais aujourd'hui un album de notre 25e anniversaire, avec toutes les photos du mariage et tout ça. J'ai oublié complètement. On nous a offert ça à notre 25e anniversaire, qui s'est passé à Deauville, je me souviens. Il y avait Marcel Achard, C'était, vous savez, le jour où Sacha Guitry est mort. Et je me souviens que Marcel a dû aller pour les funérailles de Sacha Guitry. Alors, je me suis souvenu de cette date et j'ai profité de ce prochain 20 décembre, c'est-à-dire dans un mois, et je me suis dit, parfois on n'interroge pas ceux qui ont vécu avec ces grands interprètes, avec ces grands peintres, avec ces grands hommes, et il n'est pas facile de vivre dans l'ombre. Or, vous êtes, vous, les femmes, les épouses, vous êtes condamnées à vivre près d'eux, oui. Et pas du tout dans la lumière. La lumière, elle vient après. Oui, non, je ne sais pas. Condamnée, je ne sais pas. On choisit ça quand même. Moi, j'ai choisi d'être sa femme et je savais très bien ce qui m'attend. Alors, je ne me sentais pas à l'ombre. Je sais que je n'aimais pas me mettre en avant, ça, parce que quand même sa personnalité était quelqu'un de grand et moi, enfin, j'étais que la petite Nella. Mais ça n'a pas du tout obscurci votre vie? Vous n'avez pas eu des regrets à ça? Non, je n'ai jamais pensé à cela, vraiment. J'ai regretté un tout petit peu de n'avoir pas fait la carrière de danseuse, parce que j'ai commencé très bien et tout ça, mais alors après, j'ai fait un choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai choisi d'être la femme d'Arthur, de l'aider, de tirer le maximum de ses talents. Et là, j'étais un petit peu utile. Je l'encourageais, n'est-ce pas, beaucoup. Je piquais son ambition, parce qu'il était easy going, comme on sait, dit en anglais. Il n'a jamais fait sa carrière comme ça, tout tombé tout seul, finalement. Mais lui ne faisait pas des efforts. Trop doué? Trop doué, ce qui le faisait quelquefois paresseux, justement, d'être trop doué. Et ça, il fallait quelquefois vaincre. Alors, il y a toutes ces femmes qui vivent aujourd'hui encore dans l'ombre de leurs grands hommes. Mais il y a aussi, il faut bien le reconnaître, et surtout dans la musique, près des grands interprètes, il y a parfois des femmes abusives. Et combien de fois, avec Arthur Rubinstein, avec votre mari, nous avions plaisanté là-dessus. Vous n'avez pas été tenté d'être cette femme abusive, parfois? Non, vraiment pas. Vraiment?
Ah oui, Moi, je n'ai pas vu, mais... Je ne sais pas, je dois m'asseoir maintenant et penser pendant 1 heure et vérifier. Non. Avoir envie, évidemment, non, je ne crois pas. Vous savez, moi, j'avais mon petit cercle de femmes, parce que je faisais bien la cuisine. Alors Arthur toujours me couvrait de compliments. Après les concerts, je faisais des réceptions à la maison et tout le monde aimait ce que je... Alors ça me donnait un tout petit peu de gloire comme ça à côté. Alors Nella Rubinstein, nous avons écouté ce générique qui est le générique de Figure, le générique musical. C'est donc le concerto numéro 1 de Brahms, le 2e mouvement. Mais Arthur Rubinstein l'a joué. Il l'a joué beaucoup de fois et moi je connais chaque note évidemment, j'ai vécu chaque note avec lui. C'est un beau concert et on ne se fatigue jamais de cette musique. C'était d'ailleurs son chéri, son préféré. Arthur Rubinstein dans ce concerto de Brahms, et vous disiez que c'était le morceau qu'il préférait? Un des morceaux. Un des morceaux. Oui, oui, c'est parce qu'il a appris ça comme tout jeune, et puis il a joué toute sa vie, et c'était toujours un grand succès. Enfin, il se sentait très bien dans la musique de Brahms, ça lui convenait. Alors, quelle différence avec un autre musicien, avec un autre pianiste, sur le plan de l'interprétation? Mettons par exemple Claudio Arrau, ou un autre. Enfin, j'ai bien choisi? Je ne sais pas. Non, pourquoi pas? Non, moi, ce qui me touche toujours, ce qui m'épate chez Arthur, c'est cette simplicité totale. Il ne cherche jamais d'effet, il ne cherche pas à faire quelque chose qui n'est pas là. Il joue la musique, il se donne entièrement à la musique. Et ça, pour moi, c'est une chose merveilleuse et il y en a peu, à vrai dire. Les gens sont maniérés souvent, ou par des gestes, ou par la manière de jouer, par le phrasé, tout ça m'agace horriblement. Alors vous étiez au meilleur poste pendant longtemps dans votre vie, donc vous avez vu les musiciens. Vous pouvez dire s'ils sont maniérés ou s'ils sont sincères. Oui, ça, pour moi je le vois maintenant. Je ne sais pas, les autres non. Je ne sais pas, parce que c'est une chose, parce que j'étais habituée à cette simplicité de cristal chez lui. Alors Arthur Rubinstein s'est marié un peu tard. Oui. Donc il a dû faire tout au long de sa vie, dans ce premier temps de vie, toutes les bêtises. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Pas seulement, non, il exagérait, ça, beaucoup, parce qu'il n'a pas fait que des bêtises. Mais évidemment, un petit peu, oui. Il a voyagé, il a beaucoup fait, les femmes, le vin, le champagne et tout ça. C'est devenu une manière de vie. Et quelquefois, il sacrifiait la musique et le travail pour ça. Non, je parle de bêtises parce qu'il avouait volontiers que c'est à son mariage, à cause de vous, qu'il était devenu enfin sérieux, mais par rapport à la musique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, il travaillait un peu plus. Il n'est jamais devenu tout à fait sérieux. Jamais tout à fait sérieux? Non. Pourquoi? Justement, parce à cause de ce grand don. Cette nature. Oui. Non, non, il est devenu sérieux ici au point de vue travail et tout ça, parce qu'il a commencé d'abord de donner des milliers de concerts et il fallait quand même avoir le répertoire et tout ça, et peut travailler. Et puis notre voyage en Amérique a fait beaucoup pour lui, parce que là, on exigeait. En Europe, vous savez, avec son charme, avec son tempérament, il s'arrangeait, n'est-ce pas? Mais en Amérique, on aimait d'entendre toutes les notes et tout ça. Il s'est rendu compte de cela, il a travaillé beaucoup plus là-bas. Puis il a fait des disques, ce qui était magnifique, parce que ça c'était un professeur. Il me disait toujours que, au fond, le seul professeur que j'ai eu dans ma vie, c'était de faire des disques. Parce que quand il s'écoutait, il voyait tout de suite toutes les fautes. Toutes les fautes. Ou tous les bonheurs. Ou tous les bonheurs, oui. Mais il vous consultait très très souvent. Consultait,
Écouter, c'est-à-dire consulter, c'est peut-être trop. Il voulait mon opinion souvent. Il était content quand moi j'étais contente. Et quand j'étais pas tout à fait contente, vous savez, je me gardais de le lui dire tout de suite parce que ça, on peut avoir la tête coupée quand on dit à un artiste, par exemple, qu'il a joué et que moi j'ai été un petit peu moins enthousiasmée parce que vous savez, on est quand même des hommes. Il est des hommes, il n'y a pas toujours le super quelque chose. Quelquefois, il y a des jours où il était moins inspiré. Mais vous étiez consciente de tenir un rôle auprès de lui. Bon, vous étiez l'épouse et vous étiez la mère des 4 enfants, et on y reviendra. Mais un rôle de témoin, de quelqu'un qui peut dire mieux que les autres ce qui a pu se passer dans une soirée. Car il faut bien dire qu'un musicien est entouré d'abord de courtisans à la fin d'un concert. Voilà. Vous avez été sublime, et alors moi, quelquefois, j'étais même trop sèche parce que je ne voulais pas. Je ne pouvais pas d'ailleurs, c'est pas ma nature. Moi je suis très sincère, vous savez, je dis ce que je sens. Je ne peux pas prétendre parce que ça se voit d'abord. Si je prétends d'être enthousiasmée de quelque chose, ça ne marche pas. J'aime mieux rien dire, vous savez. Mais une femme de musicien a l'obligation d'être à chaque concert. Ah, vous savez, il y a des femmes qui font, par exemple, la femme de Gilels, d'Émile Gilels. Elle était tellement hystérique qu'elle n'allait jamais dans la salle, et ça lui manquait. Elle était enfermée dans une chambre d'hôtel et tout ça. Et elle attendait. Et elle attendait. Alors c'est dommage, parce que justement, ils ont quand même besoin, ou dans la chambre d'artiste, beaucoup de femmes restent. Mais moi, j'aimais dans la salle, et il exigeait un petit peu ça. Il voulait de savoir comment ça sonnait, si le piano était bien, et tout ça, et moi... C'était très curieux parce qu'il ne voulait pas souvent que j'aille avec lui, que je voyage trop avec lui, parce que quand il répétait les programmes, enfin, vous savez, quand ça se suivait, 4-5 concerts par semaine, et puis j'avais mes enfants, quelquefois je ne pouvais pas partir avec lui. Mais j'ai dit, ne t'inquiète pas, parce que chaque salle, chaque public est différent. Alors moi, j'ai les oreilles du public. Jamais je ne me fatigue pas, jamais. Comment vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés à un concert que mon père dirigeait et qu'Arthur donnait à Varsovie. J'avais, je crois, 17 ans, alors j'étais toute jeune. Et lui, il est venu à Varsovie avec une opinion d'un Don Juan dangereux, oh là là. Alors moi, évidemment, j'étais fascinée par lui, tout de suite. Mais notre mariage ne s'est pas fait tout de suite, parce que... Mais vous avez eu le coup de foudre tout de suite? Coup de foudre, oui. Coup de foudre, absolument. Alors c'est dommage, peut-être c'est mieux, parce que les choses se sont compliquées de telle façon que je me suis mariée avec quelqu'un d'autre avant. Avec un pianiste? Avec un autre pianiste, merveilleux d'ailleurs, excellent pianiste, un homme charmant et tout, mais enfin ce n'était pas ça. Je crois qu'Arthur m'était... Destiné. Mais si je comprends bien, donc, vous avez 17 ans, il arrive, il joue, coup de foudre. Coup de foudre. Et puis les affaires se compliquent, elles se compliquent? Non, non, pas tout de suite. Enfin, après, il est venu me voir, il a demandé à Karol Szymanowski, qui est un grand compositeur polonais, et qui était un ami intime de mon père et de nous, de l'introduire, parce qu'il voulait comme ça venir prendre le thé, me voir de plus près sans doute. Et vous savez, comme il voyageait beaucoup, il donnait beaucoup de concerts, alors ça n'a pas duré longtemps, c'était quelques jours qu'il est resté là-bas, il est parti. Enfin, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, parce que... Mais vous étiez quand même bien plus jeune que lui. Ah, 22 ans. Ouais. Bon. Vous n'avez pas réfléchi là-dessus? Non, non, ça m'était complètement égal. Il avait quelque chose, il avait un tel sexe, je ne sais pas, il était vraiment... Je ne peux pas résister. S'il voulait, alors je serais partie avec lui le lendemain, vous savez. Alors votre père était chef d'orchestre? Mon père était violoniste d'abord, un wunderkind, vous savez, tout petit. Puis il était chef d'orchestre, compositeur, directeur de l'opéra, du conservatoire. Il a créé la Philharmonie et l'orchestre de Varsovie. De Varsovie. Tout. C'est-à-dire, vous comprenez, j'étais noyée. Émile Młynarski. J'étais noyée dans la musique de mon... Toujours. Dès l'âge de 4 ans, 5 ans. C'était magnifique. Vous avez donc vécu complètement dans cette ambiance-là? Oui. J'ai vécu dans cette ambiance toujours.
Parce que d'abord avec mon père, parce qu'il lui jouait... enfin, j'allais à tous ses concerts. Même, vous savez, quand nous étions en Russie, j'avais 6 ans pendant la Première Guerre. Votre famille vient de la Lituanie, je crois. Hein? Oui, ma mère, nous avions de grands biens là-bas et tout ça a été confisqué par les Russes, par tout ça. Et au moment de la guerre, en 1914, les Russes reculaient, les Allemands avançaient et il fallait partir. Alors nous sommes partis, nous sommes allés près de Moscou, en Russie. C'est le frère de mon père qui avait là des affaires, je ne sais pas quoi, mais il était assez, comment dire, pas assez libre, enfin il y avait une grande maison et tout ça, et nous nous sommes amenés toute la famille. On a habité là pendant 1 an, presque. Et pendant ce temps-là, mon père a organisé un orchestre à Moscou, et après il donnait des concerts. Koussevitzky d'un côté, puis d'un autre. Et je me souviens, vous savez très bien, comme enfants, nous allions à tous ces concerts. Et nous avions tellement peur, parce que c'était quand même la révolution, c'était 16, 17. Et il y avait des gens comme ça, des soldats avec des fusils qui gardaient les entrées, là, parce qu'ils se passaient dans un cirque. On donnait ce concert dans un cirque, c'est-à-dire l'orchestre était là et le public autour. Et alors je me souviens quand mon cœur battait parce que mon père sortait dans un frac, naturellement, et tout ça. Je me disais, tout d'un coup, ils vont dire à ce sale bourgeois, et, vous savez, pour rien, on pouvait tuer là-bas. Donc ce sont les souvenirs que vous gardez de ce temps qui était plutôt difficile, où tout pouvait se passer, où tout s'est passé d'ailleurs. Tout s'est passé. Moi, je me souviens la place rouge, vous savez. La place rouge. La place rouge. Quand on a déchiré les portraits du tsar et on piétinait ça, en fait, tout ça. Ce sont des images qui marquent. Hein. Oui, et puis nous habitions au 5e étage à Moscou, ce qui était rare. Et la maison existe d'ailleurs encore. Une fois quand je suis allée avec Arthur, j'ai visité cette maison. Alors on n'avait pas le droit de s'approcher parce qu'on avait peur qu'on va tirer. Alors on tirait dans nos fenêtres. Et une balle est entrée et a presque blessé mon frère. Vous avez eu envie, et Arthur et vous, de revenir un jour dans ces pays, en Pologne par exemple? Mais oui, bien sûr. Et de vous y installer? Non, jamais. Installés? Non, non. Nous étions installés. Paris, c'était toujours l'amour de la vie d'Arthur, et le mien aussi, parce que... Vous aviez choisi Paris alors que vous aviez des maisons un peu partout dans le monde? Non, c'est-à-dire, non. Arthur avait il habitait Paris au moment de notre mariage, n'est-ce pas? Parce que aussi, il voyageait d'abord avec ses malles, avec ses livres, avec tout ça dans le monde entier, mais il s'était fatigué de traîner parce qu'il lisait énormément, alors il avait des malles pleines de livres, alors on ne pouvait pas supporter ça finalement. Alors il les laissait dans des hôtels, et puis il les retrouvait quand il arrivait. Et puis il s'est fatigué de ça. Un jour, il a dit « Non, je vais avoir un petit pied-à-terre ». Et justement, à Montmartre, il y avait un petit que Pierre Freinet a abandonné, alors il a loué ça. Et nous avons habité 7 ans là-bas. Vous avez eu de la chance, Nella Rubinstein, parce que d'abord, vous avez pu fréquenter le siècle dans sa totalité. Oui. Les plus grands compositeurs, les plus grands musiciens, les plus grands écrivains. Et vous étiez toujours... Et peintre, et toujours à la meilleure place. Il aimait la peinture, Arthur, et vous aussi d'ailleurs. Moi aussi. Moi, je faisais un peu de la peinture moi-même. Non, on aimait les mêmes choses, justement. Et on avait cette chance qu'Arthur, étant ce qu'il est, il a été accepté et aimé par tous, justement, tous ces classes, si vous voulez. Par des aristocrates et par des gens tout à fait simples et pauvres, et par tous les artistes. C'était magnifique, c'était comme un rêve, vous savez. Je me souviens de rencontres, et je me faisais tout petit, Picasso, Arthur Rubinstein, c'était quelque chose, parce que Picasso disait à Arthur, j'aime ta musique parce que tu la joues comme un Espagnol. Oui, et c'était Manuel de Falla à ce moment-là. C'est vrai. Oui, il sentait beaucoup cette musique espagnole. C'est toute une histoire encore, c'est encore un livre. D'ailleurs, on a fait un livre sur Arthur et l'Espagne,
depuis 1918 jusqu'à sa mort, parce que... Et Nella Rubinstein, je reviens à quand même cette rencontre avec lui. Vous aviez 17 ans, à ce moment-là, Oui. vous étiez danseuse, vous proposiez de devenir danseuse. Oui, je me proposais. Il vous a dit, après, continue ton travail, sois danseuse, ou au contraire, Non, maintenant, c'est avec moi que tu dois Non, vivre. il n'a jamais rien dit de pareil, mais Il l'a fait comprendre. je savais très bien qu'il ne supportait pas un succès, enfin quelqu'un qui soit, quand même, qui ait des prétentions d'être quelque chose comme ça. Non, ça, j'étais assez raisonnable pour Mais c'est- abdiquer tout de suite. Obligé d'abandonner, Alain. Il est Je ne préférable... suis pas si obligée. Moi, j'ai abandonné parce que je ne voulais pas compliquer la vie qui était déjà compliquée. 4 enfants, vous savez. 4 enfants. Et les voyages. 5, à vrai dire, j'ai perdu un petit. Vous Alors, avez perdu un enfant à quel âge? oui, Il avait quel âge? donc, tout petit. Tout petit. Alors les 4 enfants, Eva, Eva, Paul, Paul, Aline, Aline et Johnny. John. Que font-ils aujourd'hui? Y en a-t-il un qui a pu suivre les traces de son père? Eh bien, dans un sens, Johnny, parce qu'il ne joue pas, il joue le piano très bien, mais il ne donne pas des concerts. Il compose la musique, Il est comédien aussi. il est comédien, Oui. il fait tout, il dirige. Et alors, Eva est photographe. Eva est photographe, Grande photographe. grande photographe, Ouais. déjà très reconnue. Oui. Aline est un grand psychiatre. Médecin. Médecin, oui. Psychiatre, oui. Psychiatre, oui. Oui. Médecin psychiatre. Et puis Paul est dans la bourse, il fait des affaires. Alors comment vivez-vous aujourd'hui cette fin de siècle, Nella Rubinstein? Vous allez avoir quel âge demain? Vous pouvez le dire? J'ai déjà eu, au mois de juillet, 80 ans. Alors, Ah, c'est fait? c'est fait. Alors je suis Ah non, je suffisante. croyais que vous alliez passer le cap au début de l'année 89. Ah, c'est fait? Non, non, non. Alors ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait énormément. Et ce qui ça fait que maintenant, ça va si vite. Vous savez que c'est après les semaines, les jours, ça se rétrécit horriblement. C'est pour ça que quand on me dit d'écrire un livre, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais enfin, ce serait amusant. Si j'avais du talent, je ne sais pas. Je peux écrire des lettres amusantes, ça je sais, en racontant les choses, mais du moment qu'il faut s'enfoncer dans les, vous savez, vérifier les dates, tout ça, ça me fait peur. Non, mais vous racontez une tranche de vie. Tout commence en Lituanie avec vos parents. Ensuite, c'est la Russie, et c'est quand même le temps Oui, de la enfin. Révolution. Ensuite, c'est Oui, la le Pologne. retour en 18. Oui. Nous sommes retournés en Lituanie, ce qui était très, très émouvant, avec ma mère et les petits-enfants. Mon père est resté plus longtemps pour venir avec les enfants plus âgés, déjà. On a voyagé 3 semaines entre Moscou et Minsk. Alors, il ne savait pas, et vous ne saviez pas non plus à quel moment vous étiez mariés. Si c'était lorsqu'il avait, lui, 42 ans, 43 ans, 45 Mais il avait ans. 45 presque. Ouais. Oui. Ah, moi, là, on peut donner un témoignage. Oui. Je me souviens d'un grand échiquier, du premier grand échiquier d'ailleurs, où vraiment nous avons voulu voir de très près ce qui avait pu se passer. Et il suffit de prendre ce document et vous allez voir. Nous sommes Une autre mariés querelle. en 31. 32. Vous allez regarder dedans et vous allez voir. Oui. 32. Oui. 27 Alors en juillet. 32, j'avais 45 ans. Tu as raison. Je ne vois pas grand-chose, hein, moi. Là. Venez me dire, on va demander à François Duchâble. Le 27 juillet Bravo. 1932. Merci. Nous sommes mariés à Londres, Il avait donc 45 ans. 45 ans. Oui. Mon frère est venu de Pologne. Nous avions eu des témoins très émouvants. Il y avait l'ambassadeur de Pologne, Skirmund, et puis il y avait une fameuse actrice, je ne sais pas, diseuse, Ruth Draper, je ne sais pas, ça ne vous dit rien, mais c'était quelqu'un de merveilleux, une amie aussi. Et puis il y avait une fête énorme que la marquise de Cholmondeley, on dit en anglais, a donnée pour notre mariage. Phénoménal. Moi, j'étais un petit peu comme dans un rêve, parce que tous ces gens qui sont descendus... Vous aviez quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 24. 24 ans, Juste ouais. 24.
C'était le conte de fées, non? C'était un peu le conte de fées, c'est-à-dire c'était un peu irréel. Et puis de tomber, vous savez, en plein Paris, Londres, tout ça, entre les amis d'Arthur qui le connaissaient depuis toujours, vous comprenez? Tous les amis et les amis IES aussi. Oui, alors justement, il y avait toutes ces femmes. Il y avait toutes ces femmes. Il a beaucoup aimé. Beaucoup aimé et tout ça. Beaucoup suivi. Beaucoup suivi. Vous étiez jalouse? Oui, j'étais jalouse, mais pas tellement de celle-là, parce que j'ai fait des amis. Je me suis... Ah oui? Oui. J'avais un autre système. Elle vous racontait tout. Comment? Elle vous racontait tout, comme ça, il ne pouvait plus rien dire après. Non, si, il me racontait tout d'ailleurs. Je savais, enfin. C'était pas des secrets. Est-ce qu'il était jaloux, lui? Lui était jaloux d'une autre façon. Moi, j'avais une jalousie évidente. Je disais, je parlais, ça... Il disait que ça le flattait. Maintenant, je ne sais pas à quel point ça le flattait, à quel point c'est... Je lui disais, quand il y avait une jolie femme que je sais qu'il admirait, par exemple, je disais, ne flotte pas, moi, j'avais l'œil. Vous aviez vu avant lui? Ah, il était très jaloux de Bernstein, d'Henri, vous savez. Ah oui? Ah, parce qu'Henri, c'était un grand danseur de tango. Oui. C'était la mode. Il m'a défendu de danser avec lui. Et vous acceptiez? Lorsqu'il vous disait, non, ne danse pas, vous acceptiez? J'ai accepté. J'ai accepté. Alors, complètement soumise, alors? Oui, très soumise. Mais volontairement soumise? Oui, volontairement, parce que ça ne valait pas la peine. Et alors, finalement, il m'a permis, quand Henri déjà était tout à fait vieux et tout ça, il m'a permis, une fois chez Maxime, on s'est mis à danser, mais ça n'allait pas du tout, parce que on marchait sur les pieds, parce qu'il était tellement conscient, n'est-ce pas? Mais vous avez donc vécu toute votre jeunesse en danger. Vous avez eu peur. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur toujours que demain il va me laisser tout. Donc, parce que je me suis fait l'idée de lui qu'il est tellement gâté déjà par ce succès qu'il ne pourra pas rester longtemps avec une seule personne. Alors j'ai tâché de faire ce que je pouvais. Je voulais le séduire. Oui, je voulais le séduire par beaucoup de choses, parce que je voulais être aussi la femme, et la cuisinière, et la musicienne, vous comprenez? Et une compagne dans les salons, pour qu'il n'ait pas honte de moi en allant ici et là. Je serai la plus belle, disiez-vous? Non, ça, j'étais très modeste. Vous savez, c'est maintenant que je me trouve magnifique dans les photos d'avant. Oui. Mais pendant, j'étais très modeste. Je crois que c'est l'éducation de ma mère, vous savez. Je me souviens encore aujourd'hui quand elle m'a dit, vous savez, parce que nous restions beaucoup, ah, c'est trop long à raconter. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Alors maman, vous savez, devait aller en Lituanie, parce que la politique était très compliquée et les hommes polonais ne pouvaient pas aller en Lituanie. On avait 2 passeports, lituanien et polonais. On était un peu en guerre, la Pologne et la Lituanie, à cause de Vilna. Ils voulaient toujours avoir ça comme capitale. Et les Polonais trouvaient que c'était une... Enfin, c'est des détails, je ne sais pas. Mais de toute façon, alors, l'hiver, moi, je passais avec ma sœur à Varsovie. Et comme mon père était alors de 10 ans, 20 ans, j'ai habité Varsovie. Dans l'opéra même. Vous savez, c'était une colonnade très longue, un magnifique appartement. Alors, pendant les hivers, moi et ma sœur Aline, nous faisions des hostess bien tôt, parce qu'à l'âge de 14-15 ans, et mon père, étant le directeur de l'opéra, il recevait toutes les gloires et tous les gens importants, en fait, politiciens, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez. Alors, j'ai eu l'habitude déjà d'être comme ça, une hostess. Vous étiez l'épouse d'un grand musicien, mais vous saviez recevoir pour lui. J'étais la fille d'un grand musicien aussi. La fille d'un grand musicien. Oui. Vous étiez musicienne vous-même? Non, j'ai étudié le piano, mais vous savez, j'étais très musicienne, ça il faut dire. Et je n'avais pas la patience de m'écouter, je voulais déjà jouer très bien, j'avais une bonne oreille, alors je n'apprenais pas à lire la musique, mais je jouais par cœur jusqu'à ce jour. Mais je n'avais pas la patience, alors j'ai abandonné le conservatoire quand j'avais 10 ans. Et puis je me suis mis à danser, justement. Ça, c'était vraiment mon talent. Ouais.
Et vous êtes arrêté quand même très jeune. Très jeune, oui. Dans les quelques récitals, mais j'ai dansé toute ma vie, vous savez. Dès qu'il y avait un petit espace, je me lançais dans... Vous aviez l'impression de vivre avec un homme assez extraordinaire, drôle, intelligent, Oui. parfois insensé. Parfois. Parfois insensé. Hein. Vous étiez à la hauteur de ses exigences, car il était exigeant. Hein. Oh, il était exigeant, Voilà. oui, oui. Je tâchais d'être à la hauteur, je ne sais pas. Il Ouais. faudrait le lui demander un peu Ouais, tard. c'était quand même difficile. Hein. Il demandait beaucoup. Hein. Il ne se rendait peut-être pas compte même de ce qu'il demandait, vous savez. Et moi, je ne sais pas, j'avais la chance de faire ça assez facilement. Vous lui demandiez aussi quelque chose, parce que ça n'est pas à sens unique. C'était un peu un sens unique quand même. Vous savez, moi, j'étais tellement heureuse d'être sa femme, alors je me disais qu'il faut faire tout, n'est-ce pas, pour qu'il soit heureux. Et alors, quelquefois, vraiment, j'oubliais un petit peu moi-même. Et je faisais tout pour lui plaire, vraiment. Je voulais un bouquin. Enfin, il tenait une si grande place, Arthur Rubinstein, qu'il y avait de votre part quand même une volonté d'effacement, même si vous étiez partout présente. Oui, oui, oui. Mais volontaire, délibéré, vous aviez décidé de vivre de cette manière. Parce que je trouvais que c'était abominable. Les femmes, des artistes qui se poussent devant et qui font... Il y avait toujours un exemple fameux qu'Arthur disait, Madame Chrysler, qui faisait comme ça quand elle voulait lui parler, vous savez. Elle le sifflait à table. Vous savez, c'est des choses impossibles. Non. Il aimait, lui, le côté quand même mondain de la vie mondaine. Ah, il aimait tout, oui, il aimait beaucoup, il aimait bien manger, il aimait l'élégance, il aimait de bonnes manières, vous savez, il aimait... Il aimait l'ironie, il aimait se moquer. Ah, ça, il était méchant, quelquefois. Ah, il était très méchant. Très méchant, ça, il pouvait être vraiment méchant. Je lui reprochais ça souvent, mais il le savait. Quelquefois, il en abusait. se repentissait. Oui. Vous l'aimiez dans quelle interprétation Dans tout, vraiment. Dans tout ce qu'il jouait? Dans tout ce qu'il jouait. Dans tout ce qu'il jouait. Ça, je peux dire sans mentir. Parce que son Chopin était un autre Chopin que d'autres. Son Ravel, son Brahms, j'adorais le Schumann, je mourais de... Et Beethoven. Et Beethoven et tout. Concerto de long. Et Mozart, en fait tout. Qu'est-ce que vous voulez. Non, il aimait jouer toute la musique. Il ne jouait jamais quelque chose qu'il n'aimait pas. Alors c'est encore un talent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se forcent de jouer quelque chose parce que c'est à la mode ou ça va faire le succès. Lui, non. Il avait de vrais amis, parce que c'est vrai qu'il fréquentait beaucoup de gens, et que vous fréquentiez, vous, Nella, sa femme, également si. ces mêmes gens. Mais si, on avait des vrais amis. Des vrais amis, c'était les Achard, Marcel Achard. Marcel Achard et Joseph Kessel. Juliette. Et Juliette. Joseph Kessel. Joseph Kessel, oui. Debussy. Debussy, il n'a pas connu. Il l'a connu sans savoir. Il l'écrit dans son livre, d'ailleurs. Mais Ravel, il l'a connu, et Defaille a beaucoup, enfin, tout ça. Puis Stravinsky. Stravinsky, c'était un ami. Moi, j'adorais Stravinsky. Il avait un charme fou. Un charme, et avec une tête quand même un peu bizarre. Hein. Bizarre, si vous voulez, mais il Mais avait... Arthur aussi a une tête bizarre. Mais vous savez, cette tête bizarre, Oui. ça a fait tout son succès, parce qu'il se trouvait tellement laid. Il se trouvait là. Oh, mais il avait un complexe, tout à fait. Alors, pour racheter cette laideur, il se mettait en miettes devant les femmes, il tâchait vraiment de charmer tout le monde à mort. C'est comme ça que s'est développée cette manie de charmer. Oui, mais il avait quand même une tête très particulière. Il en avait fait presque, je ne sais pas, une statue de sa tête, avec les années. Avec les années aussi. Du moment qu'il commençait à jouer, ça devenait un autre homme. Oui. C'était la beauté, là. C'était la beauté, absolument. Parce qu'il y avait une inspiration qui s'expliquait sur son visage. Et puis il y avait les musiciens, et des musiciens qui ont disparu, comme Oh, Henrik Schering. Il Un s'amusait. Schering, oui. Ouais.
Schering, c'était un ami, on a fait aussi beaucoup pour lui. Mais il y avait tous les musiciens, vous savez, c'était même difficile de les énumérer. Jacques Février, c'était un ami de cœur, de toujours. Et Sauguet, Milo, Et puis tous les jeunes, comme Daniel Barenboim. et Daniel, oui, mais tous les jeunes, vous savez, vraiment, Vous avez été marié combien de temps la première fois? 3 ans et demi, quand même. Ah, quand même. Oui. Mais vous pensiez à Arthur pendant ce temps-là? Non, Presque. entre nous. Entre nous. Oui, j'étais toujours un petit peu amoureuse d'Arthur, vous savez. Alors, du moment que j'ai divorcé, ça a commencé. Mais c'était terrible quand même pour vous, parce que ce premier pianiste avait peut-être moins de talent que Arthur. Non, que Arthur il avait un Rubinstein. autre Ah, pardon. talent. Ah bon. Je ne veux pas le diminuer. Il était un homme de cœur, charmant. Il avait plus de cœur peut-être qu'Arthur. Oui. Et vous l'avez retrouvé par la suite? Nous sommes restés amis toute la vie après. Il m'a beaucoup aimé. Enfin, c'était très compliqué. Moi, au fond, j'ai divorcé parce que je sentais qu'il n'appréciait pas tout ce que je peux lui donner. Ce que j'ai fait avec Arthur, vous comprenez? Complètement à la disposition d'un homme. Tout à fait, non, et même justement quelques conseils, je ne sais pas, c'était une chose. Non, nous étions vraiment faits l'un pour l'autre avec Arthur, je crois. Et aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans cette maison de Paris que vous n'avez pas quittée, et où il est toujours là, 50 ans. 50 ans de Oui. Paris, 50 ans au même endroit. Oui, enfin, avec Oui. des départs, avec la Bien guerre, sûr. l'Amérique, toutes sortes de choses. Oui, parce que L'Espagne. pendant la guerre, votre maison a été occupée par les Allemands. Par les Allemands, en Allemands. 1939. Ils ont occupé, il y avait des dentistes là-bas, ils ont tout volé, enfin, tout a été. Mais enfin, moi je n'aime pas parler de ça parce que nous n'avons pas souffert à comparer avec les gens, alors on n'a pas le droit de se plaindre ni quoi. C'est nos amis qui nous ont forcés, justement, les Bourdet, les Achard, les Polignac, en fait, tous nos amis nous ont forcés de partir un peu avant le départ qui était décidé, parce qu'ils devaient jouer à Amsterdam, et nous devions prendre un bateau d'Amsterdam pour aller à New York. Et ils nous ont forcés 1 semaine avant, et Arthur était très mécontent. Toute sa vie, il se plaignait de ça, qu'on se laissait faire, parce que les Américains étaient évacués de Paris, et l'ambassadeur américain était notre ami, Bullitt. Alors ils ont arrangé un visa pour nous et d'aller sur le bateau qui partait de Bordeaux Pour les États-Unis. pour les États-Unis. C'était en quelle année? C'était en 1939. Il fallait partir au bon moment. Mais justement, mais on a tout laissé, la maison, tout, on n'a rien pris, vraiment des valises simplement, et les 2 enfants, parce que... Il a été très marqué, Arthur Rubinstein, par tout cela. D'ailleurs, il n'a plus jamais souhaité jouer en Allemagne. Non. Alors que d'autres y sont allés. Et là, on pourrait se demander s'il a eu raison, parce Je que... ne sais pas, ça c'est une chose à discuter. Certains, comme Menuhin par exemple, trouvaient que c'était... Menuhin est magnifique. allé jouer en Tout de Allemagne suite, après. et puis d'autres, beaucoup. On ne peut pas changer un homme, il ne pouvait pas. Vous savez, il ne pouvait pas s'imaginer que dans la salle qu'il applaudit, pour lesquels il donne son cœur et tout ça, qu'il y a des nazis assis dedans, qui ont exterminé son peuple, vous savez. Je comprends qu'il n'ait pas voulu. Mais à ce moment-là, vous pouviez donner votre avis, vous pouviez Non, dire Arthur, tu devrais peut-être quand même aller jouer en Allemagne. Jamais. Non, ça c'était son affaire. Non. Moi j'étais très discrète dans ces choses-là, parce que c'était trop grave, vous comprenez. Il faut lui donner des petits conseils, rien du tout comme ça, mais pas des choses de base. Et nous avons en commun, Nella Rubinstein, ce larghetto de Chopin que Ah, on va écouter un tout petit peu parce que Bien. il rapproche quand même les enthousiasmes. Hein, et c'est votre pays.
Mais là, Rubinstein, il y a eu aussi tous les films. Moi, je me souviens de Cannes, lorsqu'on a présenté le film François Reichenbach Oui, et oui. Bernard Chevry. Et cette fois-là, il se prenait pour un comédien. Hein. Il y a cru un peu. Hein, parce qu'il a été accueilli, mais à En tout cas, bras je vais vous ouverts. dire une chose, je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. C'est vrai? Le trac? Le trac, mais c'était quelque chose qui ne ressemblait à rien au trac des concerts, les plus exposés, tout ça. Il était comme ça, il écoutait, vraiment tendu comme une fille. Et ce film était vraiment fait par miracle, parce qu'on n'a rien préparé, on n'a pas fait de script, rien. C'était une improvisation. Il travaillait sérieusement ses concerts. Ça dépend, lesquels. Il travaillait beaucoup quand il faisait des disques. Vous savez, parce qu'il savait que ça reste. Alors il faut donner le plus, parce qu'il était très exigeant, il répétait, ça c'était très très sérieux. Mais pour les concerts, ça dépend. Pour certains concerts, il travaillait beaucoup. Quand il sentait que ses doigts ne répondaient pas tout à fait suffisamment. Mais il n'aimait jamais de jouer trop, de répéter, de ne pas s'ennuyer lui-même, vous savez. Puis il a eu l'habitude de jouer avec les plus grands chefs. Tous les chefs, Et il évidemment. était attentif. Pas seulement attentif, mais il leur a donné beaucoup. Il de leur a conseils. plu beaucoup, oui. Mais avec beaucoup de délicatesse. Ah oui, avec un tact, parce que c'était un homme bien élevé, mais il leur faisait faire quand même ce qu'il voulait. Quels étaient les grands chefs qu'il aimait? Il vous disait parfois, Ah celui-là, oui. je ne veux pas jouer avec celui-là. Il aimait beaucoup, et peut-être plus que les autres, c'était Georges Sell. Ça, c'était un merveilleux chef d'orchestre. Mais il y avait ce malheur que Sell appartenait à une compagnie qui n'était pas celle sienne. d'Arthur. Alors c'était presque impossible de faire des disques ensemble. Mais ils jouaient ensemble à Cleveland, il allait tout le temps. C'était un des meilleurs orchestres, d'ailleurs, en Amérique. Alors, j'ai tellement regretté qu'il soit mort trop tôt. Mais c'est très drôle parce que la seule fois où il s'est entendu jouant avec Sell, c'est grâce à quelqu'un qui, vous savez, qui vont au concert et comment ça s'appelle? Ils volent le concert. Ah oui, oui, les pirates. Des pirates. Oui. Alors, il y a un concerto de Schumann, justement, un pirate qu'on a pu acheter. Quelqu'un a acheté ça après, maintenant. Et Arthur a adoré ça. Non, mais vous savez, ceux qui piratent les concerts sont d'abord des amoureux. Mais oui, je sais. Parce qu'on les reconnaît. Ils ont toujours leur petit magnéto, il y a un manteau au-dessus, hein. Ils Seulement cachent. maintenant, il y a des petites choses comme ceci. Ah oui, vous maintenant. comprenez? Maintenant, c'est le progrès à tout affiner. Hein. Oui. Mais ceux qui piratent un concert comme celui-là, on est sûr qu'ils vont acheter tous les disques Oui, oui. pour pouvoir les comparer. Ce sont des amoureux. Oui, c'est Ce ne sont des pas des maniaques. voleurs. Non, non. Des Non, maniaques. non. Alors, après le Festival de Cannes, lorsqu'il a eu ce succès avec le film de Oui. François Reichenbach et de Bernard Chevry, Il a eu le chose. Ah oui, l'Oscar. Enfin, que moi j'ai reçu. que vous avez reçu pourquoi? C'était donné à Chevry, à vrai dire. Oui. Vous savez? Oui. Mais il fallait faire après, il fallait répondre. Ah oui, il fallait parler. Il fallait parler. Imaginez-vous, moi, pauvre moi. Mais où, à Cannes? Non. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, oui. C'est le vrai Ah, oui, Oscar, oui, la chose l'Oscar. sérieuse. Oui, bien sûr. Et Arthur est parti, il prétendait qu'il avait un concert, je crois peut-être qu'il l'avait ici en Europe. Il a disparu et je suis restée seule avec Reichenbach. Alors, j'avais une peur bleue, vous savez. Ça va gagner, lui ne voulait pas être là si ça ne gagne pas, vous comprenez? Et alors, tout d'un coup, on a prononcé Rubinstein et moi je suis partie vous savez, en flèche. J'ai un petit bout de ça, vous savez. C'est très drôle parce que finalement, on m'a donné ça à Hollywood parce que je voulais toujours voir ça. Et alors là, je suis rentrée sur la scène et devant 3000 film stars, directeurs, etc., plus 50 millions d'autres gens. Téléspectateurs. Téléspectateurs du monde entier, parce Oui. que vous savez,
j'ai prononcé un discours. Et vous savez, la seule peur que j'ai eue, c'est que si mes enfants n'auront pas trouvé ça ridicule, spécialement Johnny. Vous n'aviez rien préparé? Non, jamais. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit alors? J'ai commencé d'abord que je suis très émue d'être là, Oui. bien sûr. Surtout que cette chose se trouve dans la salle où mon mari a joué beaucoup de fois. Vous savez, j'ai commencé comme ça. Après, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, il paraît que c'était bien. Était-il un bon père? Il était un bon, oui, très bon père. 4 enfants quand même. Oui, 4, oui, enfin. Mais il était un petit peu exagéré dans beaucoup de choses. Il Dans tout. exagérait. Vous savez, vous le connaissiez un peu. Alors, il voulait que les enfants, à 1 an déjà, il les amenait au cirque. Ma fille Ève prétend qu'il a eu tellement peur que jusqu'à ce jour, il a peur du cirque. Parce que lui aimait le cirque. Vous comprenez? Il avait les mémoires, les souvenirs du cirque. Alors, il voulait amuser avec les mêmes choses que l'amusait lui. Et je soupçonnais toujours qu'il faisait des choses qui l'amusaient lui, et il voulait que ça amuse aussi les enfants, vous comprenez? Et moi, j'étais toujours celle-là qui disait, mais non, mais Arthur, mais c'est trop tôt. J'étais un petit peu celle qui traînait. Mais vous avez eu une certaine philosophie de la vie, Nella Rubinstein. Tout ce que vous avez vécu près de lui, Évidemment, vous avez c'était été une école. l'accompagnatrice. Oui, c'était une école. Oui. Était-il très juif dans son cœur, dans son âme? Il était très juif dans le sens qu'il m'a toujours dit que quand il était jeune, il était plutôt antisémite. Je ne sais pas pourquoi, mais Et vous disiez ça comme ça? Oui, oui. Mais qu'après, il a lu des œuvres, il a tout d'un coup compris en quoi ça consiste d'être juif. Et il en était fier, il n'a jamais tâché vous savez, de changer ni de nom, ni de quoi que ce soit. Et il n'était pas religieux du tout, n'est-ce pas? Il a fait toutes des choses affreuses pour les Juifs parce qu'il s'est fait incinérer et il est à Jérusalem, vous savez, on se dit dans une colline qui est une partie de la forêt. Vous vous rappelez l'émission que nous avons réalisée sur Israël? Vous avez vu l'image? Ben voilà. Hein? Et il avait demandé à être enterré à cet endroit-là, au-dessus de Jérusalem. Et au moment où il l'avait souhaité, c'était un endroit qui était totalement désert. Oui. Et puis on a planté, maintenant il y a une véritable forêt. Non, la forêt était déjà là, mais seulement l'endroit où on a enseveli, comment on dit? Oui. Ça tombe. Ça tombe. C'est sur le bord, et il y a une vue magnifique sur les collines de David et Goliath, Jérusalem. un peu plus loin. Magnifique, oui. Il y a aussi Kennedy, le monument de Kennedy, là, à côté. Alors la plaque de sa tombe est très simple, mais il y a à côté le marbre, Oui. et c'est le clavier d'un piano. Oui. Et avec Zubin Mehta, vraiment, nous avons été très émus de retrouver cette image. C'est beau, n'est-ce pas? Vous y allez parfois en Israël? Bien sûr, tous les ans presque. J'étais à toutes sortes d'occasions. Maintenant, j'irai de nouveau parce qu'il y aura le concours. J'étais déjà il y a 3 ans, et puis, non, presque tous les ans, je suis là. Donc bientôt le concours Arthur Rubinstein pour essayer de découvrir de nouveaux pianistes. De nouveaux pianistes. Et il paraît, j'ai parlé avec le directeur de ce concours avant-hier. Il m'a dit qu'il y a déjà 130 inscriptions et des gens très qui viennent du monde entier. intéressants du monde entier, avec des recommandations de grands pianistes, de grands chefs d'orchestre, tout ça. Arthur Rubinstein aimait à aider les jeunes. Beaucoup. Et Arthur donnait quelques conseils, mais il n'appelait jamais ça des leçons, c'était des discussions. Mais vous, Nella Rubinstein, vous êtes comme lui. Vous pouvez deviner le talent d'un jeune musicien. C'est ridicule de le dire, mais oui. Oui, hein? Oui. Et puis à force d'écouter tant d'artistes, tant de musiciens, et à force de connaître Arthur si bien, sachant ce qu'il va dire, parce que j'ai toujours vérifié pour moi-même, je faisais des observations dans un coin de ça, et lui, avec l'artiste, il disait ce qu'il pensait, et puis je me dis, tac, c'est la même chose, j'aurais dit la même chose.
Et François-René Duchappe, vous le revoyez de temps en temps? Ah si, je le vois. Quand il est très occupé maintenant, il joue énormément. Et moi, j'ai gardé beaucoup de sympathie pour eux, évidemment. Et de tendresse même, parce qu'ils étaient si jeunes tous, vous savez, quand on les a connus. Alors, c'était touchant de voir leur carrière se développer, tout ça. C'est très agréable. Vous n'avez jamais regretté, Nella Rubinstein, de ne pas avoir été au cœur de la création à votre tour? Bon, c'est vrai. Oui, Hein? j'ai regretté quelquefois. Oui. Parce qu'on voulait aussi que je me fasse actrice, c'est pas dans ma jeunesse et tout ça. J'adorais toujours le théâtre. Mais. Rien. Non, qu'est-ce que vous voulez? Et vous continuez de vivre en allant au concert, Oui, parcourez le monde. théâtre. Vous n'avez rien changé, hein? Non, moi, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Bientôt, je vais ralentir un tout petit peu, sans doute, mais Non, pour je le ne moment... pense pas. Pour le Donc, moment... les 20 années de différence, et un peu plus de 20 ans, étaient d'importance. 22, pourquoi un peu 22 plus? ans. 22. 22 ans. Dites-le. Parce Mais que- je l'ai dit. Il aurait donc 102 ans aujourd'hui. Oui. Et vous pensez qu'il vous regarde là, en ce moment? En le connaissant, c'est possible. Tout est possible. Vous l'avez cru lorsqu'il vous a dit, ou lorsqu'il a dit « je lui dois tout », et il parlait de Nella Rubinstein. Vous l'avez cru? Un petit peu. Ça, c'était un des rares moments où vraiment j'ai eu la satisfaction d'être ce que j'étais. Et puis il y a eu ce mauvais moment, ces moments douloureux, il a perdu la vue. Ah oui, ça c'était très triste. Très triste. D'un seul coup, il a perdu la vue chez un médecin. Tout d'un coup, vous savez, c'était terrible. Il a heureusement fini ses jours en jouant merveilleusement bien. Mais- Encore. Et à 90 ans, il jouait Voilà, encore. justement. À Londres. L'avant-dernier concert, c'était le concerto de Schumann. Il a joué avec Plançon. Et Michel Plasson, Michel Plasson. à Toulouse. À Toulouse. À Toulouse, oui. Ah, c'était merveilleux. Merveilleux. Lorsqu'il descendait l'escalier là chez vous, il allait vers le piano, il savait où il allait, il disait maintenant Ah je oui, peux non, le parce que je vais caresser. vous dire, il n'était pas tout à fait aveugle. Il voyait oui, tout près, là. le périphérique qu'il avait. Ouais. C'est-à-dire, il voyait assez bien parce qu'il regardait la télévision. Oui, même. mais à 5 cm, hein. Ah, c'est égal, mais il voyait quelque chose quand même. Donc, ce qu'il ne voyait pas, c'est comme ça, en face. En face, il ne voyait pas. Puis comme il n'aimait pas se plaindre, il n'a jamais aimé se plaindre, alors il Non. disait je vois mieux qu'avant parce que maintenant je vois de l'intérieur. C'est Parce qu'il vrai. s'en sortait toujours par une Oui, parole. oui, oui. Vous avez l'impression aujourd'hui, Nella Rubinstein, d'avoir une mission Moi, une mission maintenant. pour lui. Non, je voudrais quand même prolonger sa mémoire, vous savez, parce que les gens oublient si vite. Alors, heureusement, il y a les disques. Heureusement que vraiment, là, j'étais très instrumentale, est-ce qu'on peut dire ça? Qu'il ait fait des cassettes en jouant pour que les autres puissent Puissent voir. entendre, oui. Parce que... Et maintenant, je tâche un petit peu de prolonger, si possible, sa mémoire. Alors il a écrit 2 livres, lui. Il a écrit 2 livres. C'est toute sa vie, aussi grâce à moi, parce que je l'ai forcé. Ça, ce sont des petites choses que... Alors dont moi, me sens maintenant, je vais vous responsable. forcer. Il faut que vous écriviez votre Ah, histoire. mon Dieu. Faut que C'est je- l'histoire d'une femme dans un XXe siècle très agité et qui de plus a été l'épouse d'un grand musicien. Donc vous avez toute la vie, toute cette vie, toute une expérience, puis beaucoup de témoignages à nous donner. Oui, il faut beaucoup d'énergie, il faut que je m'enferme quelque part avec quelqu'un qui m'inspire et qui connaît assez la vie. Vous voyez, ça doit être un écrivain, par exemple, parce que je ne me donne pas de crédit de pouvoir écrire ça. Je ne sais pas si j'ai le talent. Il faut avoir le talent pour tout ce qu'on fait, vous savez. Même si c'est écrit petit à petit, il faut ça. Sinon, c'est pas intéressant. Faites-le pour vos enfants, pour vos petits-enfants, qu'ils aient une trace, qu'ils sachent... C'est comme ça que j'ai parlé à Arthur. Vous savez, je l'ai forcé d'écrire ce livre parce qu'il y avait tellement de fausses nouvelles. Chaque fois qu'un journaliste venait faire une interview avec lui,
tout sortait de travers. Enfin, l'âge, les professeurs, il était par exemple l'élève de Paderès qui n'a jamais été, enfin des choses comme ça. Finalement, moi Et qui était répété et qui devenait une vérité. Ad infinitum. Ouais. Alors finalement, j'ai dit, écoute, je fais ça pour moi et pour les enfants. Écris pour une fois ce qui était vraiment. Pour qu'on sache, pour qu'on puisse au moins se référer. Alors écrivez pour qu'on sache, Nella Rubinstein. Je vais le faire. Merci.